Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché de ce mercredi 16 février 2022, Trading University Center. Alors, nous allons démarrer cette émission comme chaque matin et chaque webinaire par d'abord un avertissement légal sur les risques. Donc, je vous laisse prendre connaissance immédiatement que ce webinaire est donné à titre uniquement indicatif et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Alors, Wall Street, hier, a rebondi. Les prix du pétrole sont également redescendus, notamment après l'annonce d'un retrait d'une partie des troupes russes de la frontière ukrainienne. Alors, le ministre de la Défense, le ministre russe de la Défense qui a annoncé hier qu'une partie des troupes donc à la frontière pouvaient retourner dans leur garnison après la fin donc, de leurs exercices, qui a apaisé un petit peu les craintes d'une action militaire imminente de Moscou contre Ukraine. Il faut savoir que le président américain, donc Joe Biden, a déclaré hier dans la soirée, et il a appelé tout simplement à donner toutes ses chances à la diplomatie, tout en estimant qu'une attaque russe contre l'Ukraine pourrait rester quand même possible. Bon, pour l'instant, ça s'est complètement apaisé depuis ce matin. Les cours du pétrole se sont d'ailleurs détendus après avoir atteint avant-hier, pardon, un plus haut niveau depuis plus de 8 ans. Voilà, les investisseurs continuent un petit peu de surveiller l'évolution de l'inflation pour anticiper un petit peu le durcissement de la Fed, donc de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Les prix à la production ont augmenté plus que prévu en janvier aux États-Unis, en tout cas selon les derniers chiffres qui ont été publiés hier donc le département du travail. Aujourd'hui, les marchés actions européens, pardon, ouvrent en hausse, soutenus donc par l'espoir donc d'une issue diplomatique entre l'Ukraine et la Russie. En dehors de cela, il faut savoir que bien sûr les investisseurs seront attentifs aujourd'hui donc aux chiffres de la production industrielle de la zone euro du mois de décembre et des États-Unis en janvier. Et ça, on verra bien sûr par la suite sur le calendrier économique, ainsi que les ventes de détail aux États-Unis en janvier. Donc l'inflation, voilà, en dehors de cela, vous avez également la Chine, l'inflation des prix à la production et à la consommation en Chine, qui a poursuivi tout simplement son ralentissement en janvier. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie fondamentale, j'aimerais juste vous montrer deux slides sur la partie macro. D'abord, celui-ci qui résume un petit peu la situation actuelle. Alors, il y a un point positif et un point négatif. Là, on va d'abord démarrer sur le point positif. Ici, ce sont effectivement les différentes tensions géopolitiques et les chocs boursiers que l'on peut constater, qui sont liés surtout à des tensions géopolitiques. Et donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est de voir un peu les corrections qu'on a pu avoir en fonction des différents événements. Et on constate très clairement que l'événement où on a eu un drawdown ensuite de 1%, c'est l'attaque de Pearl Harbor. Donc durant la Seconde Guerre mondiale, effectivement, là, on a lâché 3,8% pour ensuite, on a perdu 20% derrière, enfin 19,8%. En même temps, on était en pleine guerre. Ensuite, on a eu d'autres événements. Bon, je ne vais pas tous vous les citer, bien évidemment, mais ça vous permet quand même d'avoir un avis, se forger un petit peu son propre avis, sa propre opinion, en tout cas sur les chocs de marché liés à des tensions géopolitiques. Et globalement, lorsqu'il y a eu des tirs de missiles, par exemple, nord-coréens en 2017, vous voyez que l'indice avait perdu seulement 1,5%, ce qui n'est pas énorme. Voilà, c'est les attaques terroristes, par exemple, du 11 septembre 2001. Sur un jour, on avait perdu 5%, ensuite 10%, et derrière, le marché avait mis quasiment 31 jours pour retrouver son niveau d'achat avant ce choc. Donc globalement, ici, on a perdu 3-4%, et ce n'est pas, comment dirais-je, un catalyseur en tout cas assez puissant pour déclencher, je pense, une véritable correction de marché. Donc on remarque que voilà, on a eu quelques événements qui ont permis de déclencher des phases correctives assez puissantes, mais on est dans des périodes de crise, voire en pleine guerre. Là actuellement, Vladimir Poutine, le président russe,
commence à montrer un peu les muscles. Mais s'il n'envahit pas l'Ukraine comme ce qui est annoncé dernièrement, il n'y a aucune raison que les indices perdent pied très clairement. Et donc, on va toujours préserver ces fameux supports techniques qu'on verra tout à l'heure, notamment sur la partie du S&P 500. Donc voilà, en clair, on joue un petit peu aujourd'hui à se faire peur. En tout cas, sur les indices, globalement, hier, on a joué à se faire peur. Voilà, on a déterminé des niveaux clés techniques sur l'ensemble des indices. Maintenant, il faudrait un catalyseur clé pour enfoncer ces fameux niveaux et donc accélérer à la baisse. Effectivement, là, on a quand même des rapports de force entre les différentes puissances, mais comme on l'a pu le voir précédemment avec les différents chocs liés notamment à des tensions géopolitiques, globalement, on a rarement eu ce qu'on appelle un bear market ou une correction de plus de 10%. Donc, voilà, très clairement, pour l'instant, on montre les muscles, on a des bluffs politiques des deux camps, mais tant qu'on n'aura pas effectivement eu une invasion, pas de raison de paniquer. Pour moi, c'est pas l'événement très clairement qui fera tanguer les marchés. Au contraire, je pense que c'est plutôt un resserrement monétaire trop agressif de la Fed qui pourrait derrière engendrer une correction de marché assez violente. Et ça, on le verra notamment sur les parties, notamment sur des valeurs technologiques. Voilà, et ça, on en saura bientôt, on en saura plus d'ici un mois, puisque c'est le 16 mars qu'on en saura plus concernant la Fed. Voilà, mais pour l'heure, petite frayeur sur les marchés, mais le pire n'est pas certain pour l'instant en tout cas. Et je considère que cet événement n'est pas suffisamment important pour permettre une grosse dégringolade sur l'ensemble des indices boursiers. Maintenant, on va démarrer sur le point négatif. Le point négatif, c'est effectivement la confiance des consommateurs américains qui est en train actuellement de diverger en fait avec l'indice de référence de la finance mondiale que vous voyez sur le graphique ici en jaune, le S&P 500. Et effectivement, c'est un indicateur très intéressant parce que ça nous permet justement de voir un peu la dynamique actuelle entre les marchés et les consommateurs américains. Et là, très clairement, on voit que quand la confiance des Américains est au top, le S&P derrière, lui aussi, évolue à une belle ascension, évolue dans une très belle tendance haussière. En revanche, quand l'indice commence un petit peu à se dégrader, eh bien derrière, on a aussi un S&P qui commence à corriger à chaque fois, et à chaque fois, ça a été le cas. Et là, on constate très clairement qu'on a atteint des niveaux qu'on n'avait pas, on n'avait pas visité depuis quasiment 2010-2012, et le S&P est toujours sur des niveaux records. Donc là, pareil, problème, c'est que justement, aujourd'hui, 50% des Américains qui ont été interrogés, notamment en février, ont déclaré en réalité de s'attendre à une baisse de leur niveau de vie en raison donc de l'inflation. Et par conséquent, la Fed doit lutter contre ces attentes et ne peut plus soutenir les marchés boursiers éternellement. Et là, c'est le problème qui se pose. On a la confiance des consommateurs qui commence à s'éroder de manière assez brutale. Et d'un autre côté, on a le S&P 500 qui est complètement perché au sommet et soutenu notamment de manière par perfusion par les banques centrales. Donc on reste, voilà, donc reste à savoir, je dirais que maintenant, de quelle manière et surtout la façon que ça va être fait au niveau du resserrement de politique monétaire, parce que un tour de vis forcément trop agressif, c'est jugé un peu trop hawkish, et là, ça pourrait permettre au marché de perdre pied, hein, car pour moi, c'est le catalyseur, hein, c'est le catalyseur clé de cette année 2022 qui pourrait faire tanguer les marchés, et pas comme je vous le disais en introduction, où les tensions autour de l'Ukraine et la Russie, voilà, sauf s'il y a effectivement invasion, et là, comme on l'a voilà, ça c'est autre chose. Mais comme l'a estimé notamment James Bullard la semaine dernière et hier notamment, c'est la crédibilité de la Fed qui est un peu en jeu, de la Réserve fédérale. Et donc derrière, s'ils ne veulent pas tout mettre en œuvre pour juguler l'inflation, forcément le pouvoir d'achat des ménages va diminuer. Et ça peut être tout simplement catastrophique pour les États-Unis, qui est un pays de consommateurs. Donc derrière la Fed, va devoir trouver un juste milieu pour assurer les Américains, en tout cas les ménages américains qui voient quand même leur niveau de vie se dégrader en raison donc d'une inflation relativement élevée, hein. Juste pour rappel, c'est quand même 7,5%.
Et d'un autre côté, vous avez des marchés complètement, voilà, complètement perchés au-dessus des niveaux. On adopte vraiment une politique monétaire un peu, si on adopte voilà, une politique monétaire, je dirais, un peu trop agressif, on aura forcément un assèchement des liquidités. Et qui dit moins de liquidités dit risque de correction sur les marchés. Pour rappel, je vous avais montré il y a quelques temps de cela un graphique des liquidités qui voyait très clairement que le S&P évoluait en corrélation avec les liquidités. Et forcément, resserrement monétaire, réduction du bilan à venir, tout cela veut dire très clairement moins de liquidités. Donc, si moins de liquidités sur les marchés, forcément, derrière, on peut enregistrer en tout cas de la performance. Au contraire, vous pouvez avoir des prises de bénéfices et une correction de marché derrière. Donc, un indicateur clé à surveiller en tout cas pour les mois à venir, car si ici on est quand même sur des niveaux, voilà, on est au plus bas durant le choc Covid, la confiance des consommateurs aux États-Unis n'était pas tombée aussi bas. Et là, il est urgent, vraiment urgent, que la Fed puisse intervenir pour soutenir justement les Américains qui subissent de plein fouet l'inflation américaine. Au niveau du calendrier économique aujourd'hui, vous avez effectivement l'indice des prix à consommation, les ventes au détail, vous avez l'IPC Core au Canada, vous avez comme chaque mercredi les stocks de pétrole qui seront publiés, et des minutes de la Fed, le compte rendu de la réunion du FOMC ce soir. Au niveau des actifs à regarder aujourd'hui, vous avez effectivement l'action Walmart, vous avez le S&P 500, le cuivre et l'USD JPY. Commençons par Walmart. On va d'abord regarder sur la partie graphique. Je vais tout d'abord vous parler un petit peu plus sur la partie fondamentale. Au niveau des fondamentaux, Walmart est plutôt positif, hein. Il faut savoir que l'entreprise va publier ses résultats du 4e trimestre, donc demain, jeudi 17 février, avant l'ouverture. Les chiffres d'affaires attendus, c'est 151,74 milliards de dollars avec un bénéfice par action de 1,49 $. Il faut savoir que les investisseurs restent assez enthousiastes donc à l'égard de l'action. C'est un méga détaillant, hein, Walmart, qui avait, avant la publication de ses résultats donc, du 4e trimestre demain, alors on a effectivement, ils ont assisté à un environnement assez difficile du commerce de détail. La société a quand même maintenu des perspectives de vente solides tout en faisant face aux perturbations donc, de la chaîne d'approvisionnement. Vous avez donc voilà, un rapport qui pourrait être publié demain et qui serait positif, devrait, je dirais, insuffler un peu de vie aux actions donc Walmart. En tout cas, dans son dernier rapport sur les résultats du mois de novembre, Walmart a revu un petit peu à la hausse ses prévisions, tablant sur un bénéfice par action de 6,40 $ pour l'année à venir, alors qu'il ne prévoyait auparavant pas plus de 6,35 $. En tout cas, les ventes comparables hors carburant dans des magasins américains de Walmart devraient augmenter de plus de 6% au cours de l'année fiscale qui s'est achevée donc le 31 janvier. Voilà, ce sont des perspectives solides qui s'inscrivent dans un contexte où aujourd'hui l'ensemble des détaillants doivent faire face toujours à de multiples défis qui ont été posés par les perturbations, donc ce qu'on appelle les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la compression bien sûr de tout ce qui est main-d'œuvre et aussi de l'augmentation, bien sûr, des coûts du carburant, du pétrole. Autant de facteurs qui contribuent, bien sûr, à la hausse la plus rapide des prix à la consommation depuis, voilà, depuis quelques décennies. Si tout se passe comme prévu, l'action devrait afficher le 25e trimestre consécutif de trafic positif dans ces magasins américains. Il faut savoir que les ventes en ligne qui ne font qu'augmenter, ça contribue de plus en plus, bien sûr, à la croissance des ventes des magasins. Voilà, et les ventes en ligne ont augmenté de plus de 87% au cours des 2 dernières années. En tout cas, sur la partie technique à gauche, vous avez la partie mensuelle, au milieu, vous avez la partie hebdomadaire, et à droite, vous avez la partie journalière. Alors, attendez voir. Hop. Alors déjà, il faut savoir qu'en mensuel, alors en mensuel, on a une zone ici de résistance qui est assez importante, qui tient pour l'instant l'action à la hausse. Tout nous porte à dire, puisque depuis qu'on a cassé cette Tenkan-sen, on peut avoir un retracement sur l'action. Après, tout dépendra bien sûr des résultats, mais
On a effectivement un retracement qui pourrait se faire aux alentours des 128 à peu près, qui pourrait donner un point d'impact et positif et à la hausse à partir de ce niveau-là. Tant que le niveau ici n'a pas été touché, on ne peut pas acheter. Donc pour l'instant, la dynamique reste baissière malgré les fondamentaux. Après, bien sûr, les résultats qui sortiront demain avant l'ouverture de la séance pourraient donner un push supplémentaire à la hausse. Mais pour l'instant, l'aspect technique, on a effectivement ici une forme de double top qui ne peut pas être validé puisqu'on n'a pas encore la chute vers les 128. Les 128 pourraient être un point d'entrée intéressant au niveau de l'achat. En hebdomadaire, vous avez effectivement ici, donc là, vous avez une sorte de support qui a été, qui a été franchi. Est-ce que c'est cassé? On en saura un peu plus à la fin de la semaine. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on ne peut pas se prononcer. Pour l'instant, la bougie est à l'extérieur de ce fameux rectangle que je viens de vous tracer, qui était un support. Ici, si on regarde bien cette bougie hebdomadaire, je rappelle, on est sur un graphique hebdomadaire, là c'est la semaine dernière, là c'est cette semaine, ça il y a 2 semaines. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement ce qu'on appelle un avalement baissier. Un avalement baissier, généralement, lorsque vous avez ce type de configuration, généralement, le marché a tendance à chuter derrière. Donc, pour l'instant, lundi, l'action américaine, l'action Walmart est quand même dans une dynamique baissière, juste pour vous montrer un peu ce qu'est un avalement baissier. Pour vous donner un autre exemple, alors parfois ça peut monter, avoir une bougie verte et derrière une bougie rouge qui avale, entre guillemets, la bougie précédente. Quand vous avez le corps, tout le corps, vous voyez là par exemple, le cours d'ouverture du corps rouge et le cours de clôture du corps rouge mange la bougie précédente, généralement, on a ce qu'on appelle un avalement baissier. Qui viennent d'en haut ou qui viennent d'en bas, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça avale la bougie précédente et généralement, on repart à la baisse. Et c'est un peu ce que nous avons ici dans la configuration graphique où là, on a un chandelier rouge de la semaine dernière qui a mangé, entre guillemets, la bougie précédente. Donc, tout nous porte à dire qu'on peut avoir encore une chute baissière sur Walmart. Et donc, l'idéal, c'est d'acheter dans ces zones-là, aux alentours des 128 à peu près. Donc, ce n'est pas le moment pour pouvoir acheter cette action. Après, bien sûr, tout dépendra des résultats que nous aurons demain. On va regarder en journalier, mais je pense que le journalier nous donne un petit zoom sur ce qu'on vient de voir. Voilà, le support, il est ici. D'accord, donc je vais vous le tracer. Il est là. Donc, il est là pour l'instant, le support. Pour le moment, ça reste baissier. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui préconisent un peu, comme je viens de vous le dire, une chute. L'analyse a été faite au moment où le prix était à 134,37. Tant qu'on est en dessous des 138,50, l'objectif, c'est d'aller chercher les 129,50, voire les 127,40. En revanche, si nous passerons au-dessus des 138,50, là, on entame ce qu'on appelle le scénario alternatif et on pourrait aller chercher les 142,20, voire les 144,50. On passe sur le S&P 500, l'USA 500, qui est l'indice intéressant à surveiller, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Alors là, vous avez en mensuel que je vais vous agrandir. En mensuel, je vous en ai parlé lors des précédentes revues. On a effectivement cette bougie mensuelle, un peu comme je viens de vous le donner sur l'action Walmart, où là, on assiste également à un avalement baissier cette fois-ci. C'est ça qui est intéressant. On vient d'en bas. C'est-à-dire que si vous regardez un peu le graphique, on vient d'en bas, c'est-à-dire on a une très très forte impulsion haussière. Et derrière, vous avez effectivement généralement un avalement baissier. Quand on a un avalement baissier, donc là, on remonte plus haut, on monte là. Vous avez une bougie verte ici, vous avez la bougie. Là, vous avez la bougie rouge qui est en train d'avaler la bougie précédente, donc elle est bien au-dessus. C'est-à-dire que vous avez tout le corps, enfin pas tout, mais vous avez une partie du corps qui couvre le corps précédent. Et généralement, on assiste à un avalement baissier. Là, on pourrait avoir une chute
sur l'indice américain. Après, avec au niveau des fondamentaux, comme je vous l'avais évoqué en introduction, avec l'augmentation des taux d'intérêt, les rendements obligataires, bah, on pourrait avoir ce tour de vis et ce resserrement de la politique monétaire américaine, ce qui pourrait effectivement faire chuter l'ensemble des indices américains. Il y aura moins de perfusion. Et donc là, ça pourrait être beaucoup plus délicat. En hebdomadaire, je vous en ai parlé, on a effectivement ici une divergence baissière. Une divergence baissière, juste pour ceux qui nous rejoignent, bah, on a tout simplement des pics ici sur les prix de l'indice qui sont de plus en plus hauts. Sur l'indicateur RSI, vous avez des pics qui sont de plus en plus bas. Et généralement, lorsque vous avez une divergence entre le prix en haut et l'indicateur technique, bah, le marché a tendance à chuter. C'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le moment, il est en train de tester on est en train de tester la zone des Tenkan-sen qui Kijun, ici que vous avez ici aux alentours des 4500. Tant qu'on reste en dessous, pour l'instant, le marché risque encore de continuer son accélération à la baisse, sa décélération. On va regarder ensemble, alors juste pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, qui n'avaient pas compris le système des divergences, juste pour vous expliquer un peu comment ça marche, bah, vous avez des pics qui sont de plus en plus hauts, ici vous avez le pic de plus en plus bas, c'est un peu que ce que vous avez ici, vous voyez, des pics de plus en plus hauts, les pics de plus en plus bas, et le marché a commencé à chuter. Donc on va regarder sur de journalier. Alors journalier, on a effectivement ici une figure chartiste extrêmement intéressante, où là on a ce qu'on appelle un double top. Vous voyez ici, donc vous avez une forme de M. Et là, on a une forme de pullback. Donc, tant qu'on reste en dessous de cette zone-là, le marché a encore un potentiel de chute. Donc là, pour vous montrer un peu ce qu'est un double top, c'est ça. Vous voyez, donc si vous représentez à peu près la même chose, le même schéma sur le graphique, vous venez d'en bas, vous avez une forme de M, donc un pullback sur la ligne de coup, et ça repart à la baisse derrière. Donc, vous faites la même chose ici, donc le forme de M, cassure, rebond technique, et on repart à la baisse. Voilà, donc généralement, comment interpréter le S&P 500 qui nous donne une figure chartiste extrêmement intéressante. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading centrales qui envisagent une chute encore du S&P 500 vers les 4350, voire les 4220, tant qu'on est en dessous des 4590. En revanche, si on passait au-dessus des 4590, alors à ce moment-là, on pourrait avoir un retournement haussier. Le cuivre, alors le cuivre, c'est intéressant puisque c'est aujourd'hui considéré comme le nouveau pétrole brut. Donc, on va regarder ensemble le cuivre. Voilà. Ici, la matière première, c'est une matière première qui alimente aujourd'hui le monde au cours des prochaines années. Il faut savoir que le cuivre est considéré comme le métal rouge, qui est un élément constitutif de tout ce qui est infrastructure mondiale, qui est un composant essentiel, bien sûr, des initiatives en matière d'énergie alternative et renouvelable. Et ça ouvre, bien sûr, une nouvelle verticale de demande pour le métal de base. Voilà, c'est aujourd'hui le cuivre est l'un des leaders du secteur des métaux. Après, vous avez effectivement les prix de l'aluminium, le nickel, du plomb, du zinc. Voilà, et tous ces métaux, enfin tous ces secteurs suivent le métal rouge à la hausse comme à la baisse. La plupart des autres métaux sont également des intrants essentiels pour une voie plus verte dans la production et la consommation d'énergie. Il faut savoir qu'en 2021, le plus haut niveau a été atteint en 2011 lorsque les prix du contrat a touché à l'époque, en 2011, à 4,6495 la livre. En 2008, à 4,2661. En 2005, le cuivre n'a jamais dépassé le niveau des 1,61 $. On est sur une très très forte trajectoire haussière depuis 2001. Les fondamentaux de l'offre et de la demande suggèrent que le chemin de moins de résistance du cuivre continue d'être de plus en plus élevé avec des sommets historiques à l'horizon, donc dans les mois à venir. Au niveau technique, voilà, déjà là on est sur des niveaux intéressants. Juste les fondamentaux, puisque les fondamentaux de l'offre et de la demande suggèrent que ça peut continuer à rebondir.
En tout cas, les facteurs fondamentaux les plus importants qui soutiennent le cuivre sont déjà que le cuivre est un métal essentiel dans tout ce qui est décarbonisation, les éoliennes et tout ce qui est initiative d'énergie, des énergies vertes généralement, qui nécessitent donc des quantités croissantes de ce métal. Il faut 8 à 10 ans pour mettre en ligne une nouvelle production de cuivre. Et à mesure que la demande augmentera, l'offre derrière aura du mal à suivre le rythme. Il y a les pressions inflationnistes les pressions inflationnistes qui sont quand même croissantes, qui font perdre un peu de la valeur à tout ce qui est monnaie fiduciaire, ce qui est favorable bien sûr à tout ce qui est prix des matières premières. Et le cuivre ne fait pas d'exception. Il faut savoir que c'est quand même un métal industriel essentiel qui est un élément constitutif des infrastructures. Le programme américain de reconstruction des infrastructures et bien sûr la croissance chinoise qui va continuer d'accroître ses besoins en approvisionnement de cuivre. Voilà, donc là, vous avez la partie fondamentale qui est plutôt positive. Vous avez la partie technique également, tant qu'on est au-dessus de cette zone de support mensuel, on reste à l'achat. Avec des objectifs moyen-long terme, aux alentours des 4,67, voire 4,68, et aller chercher les 4,80 sur le cuivre. On va regarder ensemble en hebdomadaire. On est sur une configuration haussière assez intéressante. Donc l'objectif, c'est la zone de résistance autour des 4,70. En journalier, on va regarder ensemble sur du journalier. Chaque bougie représente une journée de cotation. Donc là, effectivement, vous avez ici un support oblique. Donc là, si je remarque bien, hop, il y a un support oblique ici. Et vous avez effectivement un canal haussier. Donc le marché peut aller chercher le haut du canal, donc la résistance oblique, qui serait aux alentours des 4,70. Donc on a encore de la marge pour aller chercher cet objectif. En tout cas, sur du journalier, on est sur une très bonne dynamique haussière. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui envisagent effectivement que le cuivre peut continuer à grimper pour aller chercher les 4,7630, voire les 4,8890 tant qu'on est au-dessus des 4,3225. En revanche, si le prix du cuivre en daily casse les 4,3225, on pourrait avoir un retracement et un repli sur ce métal rouge pour aller chercher les 4,1115, voire les 3,9860. Dernier actif, on va passer sur la paire de devises USD JPY, le dollar américain contre la devise nippone. Alors déjà en mensuel, et on en a parlé lors des précédentes revues, vous avez effectivement une sorte de résistance qui a été franchie il y a 2 mois, c'était au mois de décembre 2021. Le marché a fait une sorte de pullback avec son doji ici. Et là, on pourrait avoir une nouvelle impulsion haussière pour aller chercher sur du moyen terme d'abord les 117, ce qui fait par rapport au prix actuel quasiment 130 pips, 130 points, voire les 118,55. Donc on a un objectif intéressant sur l'USD JPY, en tout cas mensuel sur les prochaines séances. Ici, vous avez donc l'analyse sur de l'hebdomadaire. Donc on a effectivement la cassure en hebdomadaire là ici, la semaine du 24 janvier 2022. On a une forme de pullback sur cette zone de support qu'on avait vu tout à l'heure en mensuel. Tout nous porte à dire qu'on peut aller chercher cette zone de résistance en autour des 116,21, voire aller bien au-delà. Et en journalier, tout simplement, on est au-dessus de la résistance, du support ici. Le support est bien cassé. On a fait une forme de pullback et là, on repart de nouveau à la hausse. Cette impulsion haussière portée notamment par la fameuse Tenkan-sen pourrait pousser encore l'USD JPY à la hausse pour aller chercher les 126,90 voire les 127. Sur du long terme, on peut aller chercher les 127%. On va d'abord chercher les 116, les 116 sur du court terme, voire les 116,30, soit les 127% des retracements de Fibonacci. Voilà pour la partie technique. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes Trading Central qui envisagent sur du moyen terme d'aller chercher les 116,35, qui est la zone au-dessus des 127% de Fibonacci que je viens de vous montrer, voire les 117,40 si ça casse, tant qu'on est au-dessus des 113,40. Si en revanche on passait en dessous des 113,40, là on pourrait avoir un retracement. Mais pour le moment, on est bien au-dessus et le marché est plutôt bullish, plutôt orienté à la hausse.
Voilà pour ce mercredi 16 février 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain briefing.